Je n'ai jamais compté mes heures, ni mon argent. Surtout quand il s'agissait de ma famille. Pendant 4 ans, j'ai versé 3 000 € chaque mois à ma tante Aline, sans jamais poser de questions, sans jamais demander un centime en retour, parce que je croyais que c'était ça, la loyauté. La vraie Aline, c'est le genre de personne qui entre dans une pièce et capte toute l'attention. Charismatique, toujours pleine d'histoire, toujours le mot pour rire. Elle m'a élevée comme sa propre fille pendant que ma mère affrontait un cancer. Alors quand elle est venue me voir, les yeux pleins de larmes, disant qu'elle allait perdre sa maison, j'ai dit oui, immédiatement. Je me souviens encore de cette scène. Elle était là, sur mon canapé, tremblante, tenant une pile de factures. « Emma, si tu ne m'aides pas, je vais finir à la rue. » Elle parlait de saisie bancaire, d'huissier, de dettes accumulées pour soigner son mari à l'époque. J'ai eu mal pour elle. J'ai dit « T'en fais pas, je m'en occupe. » Et dès ce jour-là, je lui ai fait un virement mensuel, 3 000 €, tous les mois, comme un salaire. Et croyez-moi, je n'en gagnais pas des millions, hein. Mais je faisais confiance. Ce qu'elle m'a dit ensuite m'a encore plus serré le cœur. Je n'ai jamais rien eu de stable. Tu es ma seule sécurité, Emma. Cette phrase m'a marquée. C'était mon déclic. Je me suis mise à faire ses courses, à payer certaines factures directement, à l'aider pour les inscriptions de sa fille, Camille, dans une école privée. Tout le monde autour de moi trouvait ça excessif. Mais moi, je me disais, si j'ai les moyens d'aider, pourquoi pas? Et puis il y avait Camille, ma cousine. Elle et moi, on n'a jamais été proches, mais je l'ai toujours vue comme une petite sœur. Elle ne m'a jamais remerciée, mais je me suis dit qu'à son âge, c'était peut-être normal. Elle était dans sa phase froide, distante, toujours sur son téléphone. Mais je n'ai jamais douté une seule seconde de leurs intentions. Pendant 4 longues années, j'ai financé leur quotidien, un peu comme un mécène familial. Je me disais que c'était temporaire, le temps qu'elles se remettent sur pied. Sauf qu'elles n'ont jamais eu l'air de vouloir se relever. Et moi, j'ai continué à m'enfoncer, lentement, sans même m'en rendre compte. Je n'imaginais pas que cette générosité allait se transformer en mon pire cauchemar. Je ne sais pas exactement à quel moment j'ai commencé à sentir que quelque chose clochait. Peut-être que c'était la façon dont ma tante m'évitait quand je lui parlais d'avenir. Ou peut-être que c'était Camille, qui affichait de plus en plus de luxe sur ses réseaux sociaux. Des sacs de marque, des voyages, des brunchs hors de prix. Le genre de vie qu'elle ne pouvait clairement pas s'offrir avec un petit job étudiant à mi-temps. Mais à l'époque, je ne voulais pas voir. Je me disais, tu es parano, t'as toujours eu du mal à faire confiance. C'est ta famille, Emma, ta famille. Alors je continuais à donner, tous les mois, sans faute, même quand j'ai perdu un client important dans mon agence, même quand mes propres finances ont commencé à serrer. Je me disais, tu tiens bon, elle compte sur toi. Et puis un jour, ma tante m'a appelée. C'était pour m'annoncer que Camille allait se marier. Elle était surexcitée, elle parlait à 100. À l'heure, elle voulait une grande fête, un vrai conte de fées. Et même si une partie de moi se disait que c'était un peu trop, l'autre partie, celle qui espérait encore que tout ce que j'avais donné servirait à quelque chose, cette partie-là a dit oui. J'ai dit que je voulais participer aux frais du mariage, que c'était normal. Elle a pleuré au téléphone, littéralement. « Tu es un ange, Emma. Personne ne ferait ce que tu fais. Camille ne t'oubliera jamais. » Elle a même dit qu'elle me considérait comme sa deuxième mère. Cette phrase, elle a tout changé. Elle m'a fait fondre. J'étais prête à aller encore plus loin. À financer une partie du traiteur, à acheter la robe avec elle. J'ai même pris des jours de congé pour les aider avec les préparatifs. Mais dans l'ombre, quelque chose se tramait. Un détail m'a échappé. Un moment d'inattention. C'était quelques semaines avant le mariage. J'ai reçu un mail étrange de ma banque. Une notification de retrait important. Je me suis dit que c'était sûrement une erreur. J'ai vérifié, et là, j'ai failli tomber de ma chaise. 38 000 € en 2 virements, depuis mon compte. Je me suis figée.
Je croyais à un piratage, un vol. J'ai appelé la banque dans la minute. Ils m'ont dit « Les virements ont été faits via votre espace personnel, avec les identifiants habituels. » Et là, j'ai su. Quelqu'un avait eu accès à mon ordinateur, à mon mot de passe. Mon cœur s'est serré. J'ai pensé à une chose. Qui, à part elle, avait pu? Mais même à cet instant-là, une part de moi refusait d'y croire. Je me disais « Non, pas elle, pas Aline, pas Camille. C'est impossible. » Et pourtant, tout pointait dans leur direction. J'étais sur le point de découvrir que l'horreur ne faisait que commencer. Je n'arrêtais pas de fixer l'écran de mon ordinateur. Le sol venait de se dérober sous mes pieds. 2 virements, pour un total de 38 000 €, disparus. Et tout indiquait que c'était moi qui les avais autorisés. Mais moi, je savais une chose. Je n'avais rien fait. Je suis restée là, pétrifiée, la gorge sèche. Et puis j'ai pensé, ma tante, Camille, ce sont les seuls qui avaient accès à mon ordinateur ces dernières semaines. La seule fois où j'avais laissé mon ordi allumé et sans surveillance, c'était quand j'étais allée chez elle, pour parler des préparatifs du mariage. Et je me souvenais très bien. Camille était restée seule dans la pièce, pendant que je parlais avec Aline dans la cuisine. Sur le moment, ça m'avait semblé anodin. Mais là, avec le recul, c'était évident. J'ai d'abord voulu me convaincre que c'était un malentendu, un emprunt, que peut-être, elles allaient m'en parler, qu'il y avait une explication. Alors j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Aline. Elle n'a pas décroché. Je l'ai appelée encore. Toujours rien. J'ai envoyé un message à Camille. Vu, mais aucune réponse. C'est là que l'angoisse a laissé place à la colère. Je me suis levée, j'ai pris mes clés et je suis montée dans la voiture. J'étais déterminée à avoir une explication, à les confronter en face. Je tremblais de rage. Je me répétais « Dis-moi que je me trompe. Dis-moi que c'est pas vrai. » Quand je suis arrivée chez elle, la maison était étrangement calme. Aline m'a ouvert la porte comme si de rien n'était. Un grand sourire collé au visage. J'ai à peine eu le temps de dire bonjour qu'elle m'a dit « On était justement en train de regarder des modèles de gâteaux pour le mariage. Entre !» Je l'ai regardée droit dans les yeux. J'ai dit « Aline, il faut qu'on parle, maintenant. » Elle a perdu son sourire. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas passée par 4 chemins. J'ai sorti mon téléphone, je lui ai montré les virements, j'ai dit « C'est toi ou Camille ?» Elle a blêmi. 1 seconde. Une fraction de seconde. Puis son visage s'est refermé. Et là, elle a éclaté de rire. Un rire sec, glacial. « Tu m'accuses de vol, moi, après tout ce que j'ai fait pour toi, et avant même que je ne puisse répondre ?» Elle m'a giflé. Une gifle d'une violence que je n'aurais jamais imaginée venant d'elle. Je suis tombée contre le mur. Sonnée. Je suis restée là, bouche bée, la joue en feu. Et elle me fixait comme si c'était moi la traîtresse. Et là, tout a basculé. Parce que ce que je ne savais pas, c'est que cette scène n'allait pas se jouer à huis clos. Non, le mariage avait lieu le lendemain. Et ce qu'elle venait de déclencher allait exploser au grand jour, devant toute la famille. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec la joue encore marquée. Pas seulement physiquement. Ce que je ressentais, c'était bien plus profond qu'une douleur passagère. C'était une trahison violente. Un choc émotionnel dont je ne mesurais pas encore l'ampleur. Mais une chose était claire, je n'allais pas me taire. Le mariage de Camille avait lieu dans l'après-midi, dans un grand domaine que j'avais, en partie, contribué à financer. Ironique, non? Participer à une fête organisée avec mon propre argent volé. Une partie de moi voulait ne pas y aller, disparaître. Mais une autre voix, plus forte, me répétait « Tu dois y être, tu dois les regarder en face, les mettre devant la vérité, devant tout le monde. » Alors j'y suis allée. Je suis arrivée juste avant la cérémonie, vêtue d'une robe noire sobre. Pas pour protester. Non. Pour marquer le deuil d'un lien familial que je venais d'enterrer. Dès que je suis entrée,
Tous les regards se sont tournés vers moi. Ma tante m'a vue, et son visage s'est figé. Camille, elle, a baissé les yeux immédiatement. Et là, j'ai su que je ne m'étais pas trompée. Elles savaient très bien ce qu'elles avaient fait. Je suis restée en retrait pendant la cérémonie. J'ai attendu. J'ai observé. Tout le monde était dans l'euphorie, inconscient de ce qui allait se produire. Les photos, les discours, les larmes de joie, le moment parfait. Puis est venu le vin d'honneur, le brouhaha, les conversations. J'ai attendu qu'un petit cercle de proches se forme autour d'Aline et Camille, des membres de la famille, des amis de longue date. Et c'est là que j'ai parlé. J'ai quelque chose à dire. Un silence s'est installé. Les gens se sont tournés vers moi, surpris. Camille a blêmi. Aline a essayé de rire nerveusement. Emma, ce n'est ni le lieu ni le moment. Mais moi, j'ai continué. J'ai sorti mon téléphone. J'ai montré les preuves, les virements, les dates. J'ai expliqué comment j'avais découvert tout ça. Les regards se sont tournés vers elle. Et là, Aline a haussé la voix. « Tu es en train de m'accuser de voleuse ? Devant tout le monde ?» Elle s'est approchée, et sans prévenir, elle m'a giflé. Encore. Mais cette fois, je ne suis pas tombée. Cette fois, tout le monde a vu. Le choc. Le bruit sec de la gifle, le regard d'un père, d'une tante, d'un cousin qui ne comprenait plus rien. Et juste au moment où le malaise était à son comble, quelqu'un a crié mon prénom. Je me suis retournée. Et là, dans l'allée du jardin, c'était mon mari. Il venait d'arriver. Son regard était noir, son pas déterminé. Et en voyant son visage, je vous jure, Aline et Camille sont devenues blêmes comme des cadavres. Quand mon mari est arrivé, tout le monde s'est tu. On aurait dit que le temps s'était arrêté. Il s'est avancé calmement, en me regardant droit dans les yeux, puis il s'est tourné vers Aline et Camille, qui n'avaient toujours pas bougé. Elles étaient figées, comme deux statues de marbre. Elles savaient très bien ce qui allait suivre. Il a posé sa main sur mon épaule et m'a dit doucement « C'est bon. Maintenant, je m'en occupe. » Et là, tout a changé. Mon mari, c'est pas le genre à hausser le ton facilement, mais quand il le fait, croyez-moi, tout le monde écoute. Il s'est adressé à Aline avec un calme glacial. « Vous avez volé 38 000 € sur notre compte commun. Vous avez profité de la confiance de ma femme, et vous avez osé la frapper. 2 fois, en public. » Il a sorti son téléphone, appuyé sur un bouton, et là, un enregistrement audio s'est lancé. Je n'étais même pas au courant qu'il avait ça. La voix d'Aline, la veille, quand je l'avais confrontée. Juste avant qu'elle me gifle. Il avait tout entendu à distance. Il avait laissé son téléphone sur haut-parleur parce que j'avais eu le réflexe de l'appeler juste avant de sonner chez elle, sans raccrocher. Il avait tout enregistré. Dans l'enregistrement, on entendait Aline s'énerver, m'accuser d'être ingrate, puis la claque. Brutale, sèche, le son était clair, et le silence derrière, glacial. Les invités étaient stupéfaits. Plusieurs reculaient doucement, d'autres nous fixaient, bouche bée. Camille tentait de se cacher derrière une copine, mais elle tremblait. Et Aline, elle, ne disait plus un mot. Son masque était tombé. Plus de façade. Plus de faux sourires. Juste une femme qui venait d'être mise à nu devant tout le monde. Alors mon mari a continué, toujours aussi calme. J'ai porté plainte ce matin. La police m'a confirmé que la plainte est recevable, vu les preuves. Les virements sont traçables. Et maintenant, avec cet enregistrement, c'est une agression en plus. L'ambiance avait viré au cauchemar. Camille, en larmes, a supplié qu'on parle en privé. Aline, elle, a commencé à s'énerver. « Tu veux foutre la honte à ta propre famille, devant tout le monde ?» Et là, mon mari a répondu une phrase qui a retourné toute la salle. « La honte, c'est pas d'en parler. La honte, c'est de voler et de frapper la seule personne qui vous a aidé pendant des années. » À ce moment-là, les regards ont changé. Ce n'était plus mon scandale. C'était le leur. Et moi,
Je suis restée droite, silencieuse. Mais intérieurement, je me relevais. Enfin, à partir du moment où mon mari a parlé de la plainte, la fête s'est littéralement effondrée. Le DJ a coupé la musique. Les serveurs, mal à l'aise, ont figé leur plateau. Des gens quittèrent la salle, d'autres restaient juste par curiosité malsaine. Et moi, je me tenais au milieu de ce chaos, plus calme que jamais. Parce que pour une fois, ce n'était pas moi la victime silencieuse. Mais le plus fou, c'est ce qui s'est passé ensuite. Un oncle s'est approché de moi, l'air gêné. Il m'a glissé à l'oreille. Je savais pas pour l'argent, mais j'ai toujours trouvé ça bizarre, la façon dont Aline te parlait. Elle disait souvent que tu lui devais tout. Et il n'était pas le seul. Une cousine que je n'avais pas vue depuis des années m'a prise à part. Elle m'a raconté que, gamine, elle avait surpris Aline en train de dire à sa fille Camille que les gens comme moi n'étaient bons qu'à payer. Apparemment, depuis longtemps, j'étais la dinde à plumer. Leur plan ? Se faire passer pour une famille sans détresse, pleurer, supplier et récolter. Et moi, comme une idiote, j'y ai cru. Pendant des années. Parce que je voulais qu'on m'aime. Parce que je pensais que l'amour de la famille était sincère. Mais ce jour-là, j'ai compris. La seule chose qu'elles aimaient, c'était mon compte bancaire. Mon mari, lui, n'a pas lâché. Il a pris Camille à part. Et il lui a posé une simple question. « Est-ce que tu savais que ta mère volait Emma ?» Camille a essayé de nier. Mais elle n'était pas crédible. Elle bafouillait. Elle évitait mon regard. Et puis elle a craqué. Devant tout le monde. Oui, je savais. Mais j'ai rien dit parce que je pensais qu'elle te rembourserait un jour. Un jour, après avoir volé 38 000 €, ce moment a été décisif. Parce que maintenant, ce n'était plus seulement Aline. C'était Camille aussi. Elle savait. Elle s'est tue. Et elle a profité. Jusqu'au bout. Le pire, c'est que certains invités essayaient encore de calmer les choses. C'est un mariage quand même. On peut régler ça après, non? Mais non. Parce que ce n'était pas juste une erreur. C'était une trahison sur plusieurs années, une manipulation, familiale toxique. Et tout ça avait atteint son sommet ici, dans cette salle, devant tous ces gens. Alors j'ai pris une grande inspiration. Et j'ai dit, bien fort, je veux que tout le monde sache que je coupe les ponts avec Aline et Camille. Définitivement. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus de tante, plus de cousine. Et si quelqu'un pense que c'est exagéré, libre à vous. Mais moi, je me choisis. Le silence qui a suivi, c'était pas du mépris, c'était du respect. À partir de ce moment, j'ai coupé tous les ponts. Plus de messages, plus de visites, plus rien. Et, vous savez quoi ? Je n'ai jamais ressenti un tel soulagement. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que pour Aline et Camille, ce n'était que le début de leur chute. Quelques jours plus tard, mon téléphone a explosé de notifications. Appels manqués, messages, même des DM sur Instagram. Ce n'était pas elle. Non, c'était des membres de la famille, des amis, des connaissances. Tous avec la même question. C'est vrai ce qu'on a vu tourner ? Je clique sur le lien que m'envoie une collègue. Et là, je tombe sur une vidéo. Quelqu'un avait filmé toute la scène au mariage. Depuis la gifle, jusqu'à la confession de Camille et l'enregistrement audio de mon mari. Tout, et la vidéo était devenue virale. Pas à l'échelle nationale, non. Mais dans notre ville, c'était partout. Les gens partageaient, commentaient, prenaient en partie. Et pour une fois, j'étais soutenue. Les commentaires pleuvaient, elle a bien fait de les dénoncer. 38 000 € volés ? Et elle ose lever la main sur elle. Team Emma à 1000%. Je n'aurais jamais cru que des inconnus pourraient me redonner autant de force. Mais le vrai choc est arrivé quand ma boîte mail a reçu un message du travail de Camille. Un collègue à elle m'a écrit, très poliment, pour me dire que la vidéo avait aussi circulé dans leur entreprise et que, vu l'ampleur de l'affaire, Camille avait été mise à pied temporairement. Son patron avait jugé que la situation nuisait à l'image de leur structure, surtout avec les aveux enregistrés. Quant à Aline, le karma, lui, n'a pas attendu longtemps.
Ma banque, alertée par la plainte et les mouvements suspects sur mon compte, a mené une enquête interne. Résultat, Aline avait utilisé une procuration que je lui avais donnée des années plus tôt pour me dépanner à l'époque où j'étais à l'étranger. Sauf qu'au lieu de me dépanner, elle a vidé des sommes colossales, lentement, sur plusieurs mois. Elle a cru que personne ne verrait rien. Mais maintenant que tout était sur la table, la banque a gelé ses comptes. Et moi, j'ai engagé un avocat. J'ai reçu un appel de Camille, une semaine après le scandale. Elle pleurait, elle suppliait, me disait qu'elle avait tout perdu. Son travail, sa réputation, que sa mère ne mangeait plus, ne dormait plus, qu'elle n'avait plus rien. Je n'ai pas répondu. J'ai raccroché. Parce qu'il y a quelque chose que les gens oublient souvent. Les conséquences ne sont pas de la méchanceté, ce sont juste les conséquences. Et croyez-moi, ce n'était pas fini. Pas encore. Quelques jours après avoir ignoré l'appel de Camille, j'ai reçu une lettre. Oui, une vraie lettre. Manuscrite, tremblante, pleine de ratures. Elle provenait de ma tante, Aline. L'enveloppe n'avait ni parfum, ni ruban comme elle aimait le faire autrefois. Juste un bout de papier blanc, froissé, mal fermé. À l'intérieur, une suite de phrases sans queue ni tête. Elle s'excusait, mais sans vraiment assumer. Elle disait des choses comme « Je ne pensais pas que tu irais aussi loin » ou encore « Tu as ruiné notre vie ». Pas un mot sur les 38 000 €. Pas un mot sur la gifle. Pas un mot sur la trahison. Mais le pire, c'était à la fin, une menace à peine voilée. Un jour, tu comprendras ce que c'est de voir sa famille se retourner contre soi. Je ne vais pas mentir. J'ai eu peur. J'ai pris une photo de la lettre et je l'ai envoyée à mon avocat. Il m'a conseillé de la conserver précieusement. Et surtout, de ne pas répondre. Ce genre de message pouvait être utilisé plus tard, si jamais les choses s'aggravaient. Et elles allaient s'aggraver. Parce que, dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à recevoir des appels anonymes. Des messages étranges. Des accidents autour de chez moi. Un jour, mes pneus étaient crevés. Un autre, ma boîte aux lettres arrachée. Et puis un soir, quelqu'un a jeté une brique contre ma fenêtre du rez-de-chaussée. J'ai porté plainte. Encore. Mais sans preuve directe, les autorités ne pouvaient pas faire grand-chose. Heureusement, mon mari, toujours aussi protecteur, a pris les devants. Il a fait installer un système de caméras de surveillance tout autour de notre maison. Et, vous n'allez pas le croire. À peine 3 nuits plus tard, on a filmé quelqu'un rôdant autour de notre jardin. Capuche, gants, silhouette fine, mais la posture, la démarche, je la reconnaîtrais entre mille. C'était Camille. Je suis restée là, figée, devant l'écran. Mon mari a tout enregistré. Le lendemain, on a remis la vidéo à la police. Cette fois, c'était clair. Et là, tout s'est accéléré. Camille a été convoquée. Elle a nié, évidemment. Mais les preuves étaient là. Et comme elle était déjà sous le coup d'une plainte pour vol, les autorités n'ont pas pris ça à la légère. Résultat, interdiction d'approcher mon domicile. Interdiction de me contacter. Une injonction judiciaire. Et une procédure qui pouvait mener à de vraies sanctions. Et moi, dans tout ça, j'aurais dû être soulagée. Mais ce que je ressentais, c'était autre chose. Pas de la peur, pas de la haine, du vide. Parce qu'on ne se remet jamais complètement d'une trahison familiale. Et pourtant, l'histoire était loin d'être terminée. Après cette interdiction de contact, j'aurais cru que le cauchemar allait enfin s'arrêter. Mais non. Parce que la famille, c'est parfois pire que tout. Ce que je n'avais pas prévu, c'est à quel point les ragots et les faux-semblants peuvent détruire une réputation. Quelques jours après la convocation de Camille, un groupe de membres de la famille a décidé de prendre parti pour elle, et ma tante. Ils ont commencé à répandre des histoires absurdes, à remettre en question ma version des faits, comme si j'étais la méchante dans cette histoire. Emma exagère tout. Elle voulait juste couper les ponts. Elle est jalouse. Ce n'est pas possible qu'Aline ferait ça. C'est une femme dévouée. Tu sais, la famille, c'est sacré. Ces phrases, je les ai entendues encore et encore,
parfois prononcées, devant moi, parfois derrière mon dos. Chaque réunion familiale devenait un champ de bataille silencieux, où je me retrouvais isolée, dépeinte comme la traîtresse. Ce qui m'a le plus frappée, c'est cette invitation à un déjeuner familial. J'ai hésité longtemps avant d'accepter. J'y suis allée pour essayer de recoller les morceaux, de comprendre ce qui pouvait encore être sauvé. Mais dès que j'ai franchi la porte, j'ai senti le poids des regards, des chuchotements. Aline, assise au bout de la table, ne m'a même pas regardée. Camille, elle, a croisé mon regard une seule fois, un mélange de colère et de défi. Pendant tout le repas, les conversations s'arrêtaient quand je prenais la parole. On me regardait comme si j'étais une étrangère. Puis, en quittant la maison, j'ai entendu un murmure glaçant. Elle veut tout détruire. Elle ne comprend pas la famille. Ce jour-là, j'ai compris une chose. Parfois, la famille ne protège pas. Parfois, elle détruit. Mais ce qui m'a aussi réveillée, c'est une décision que j'ai prise ce soir-là. Assez de silence. Assez de compromis. Je ne laisserai plus personne me faire taire. Ni ma tante, ni Camille, ni aucun membre de cette famille toxique. J'ai décidé de partager mon histoire publiquement. Pas pour me venger, mais pour montrer à quel point certaines trahisons peuvent être douloureuses, et pour protéger ceux qui, comme moi, pourraient se retrouver piégés. J'ai commencé à écrire, à raconter, sans filtre, sans peur. Et c'est là que tout a vraiment changé. Après avoir pris la décision de tout raconter, j'ai créé un compte anonyme sur un forum populaire. J'y ai partagé mon histoire, sans nom, sans détails trop personnels, juste assez pour que les gens comprennent la douleur et la trahison. Je ne m'attendais pas à grand-chose, juste un peu de soutien. Mais la réponse a été immédiate et puissante. Des centaines de messages sont arrivés, des gens racontant des histoires similaires, des témoignages de trahison familiale, de vol, d'abus de confiance. J'ai lu des histoires qui me brisèrent le cœur, mais aussi des encouragements qui m'ont redonné force et courage. Mais ce qui a vraiment changé la donne, c'est quand l'un des membres du forum m'a écrit en privé. Une femme qui prétendait connaître ma tante, Aline, et les secrets qu'elle cachait depuis des années. Elle m'a raconté comment, derrière les sourires et les faux semblants, Aline menait une double vie, manipulant toute la famille pour son propre profit. Comment elle avait déjà arnaqué plusieurs proches dans le passé, toujours en s'appuyant sur l'image d'une femme dévouée. Cette révélation m'a donné une arme que je n'avais pas, la vérité. Mais en même temps, ça m'a plongée dans un dilemme terrible. Devais-je confronter ma tante avec ces informations? Ou devais-je continuer à me battre dans l'ombre, protégée par l'anonymat? Je savais que si je me lançais dans une confrontation ouverte, les choses pouvaient dégénérer. Et pourtant, rester silencieuse semblait me condamner à revivre ce cauchemar. J'en ai parlé à mon mari. Lui, toujours prêt à me soutenir, m'a convaincu qu'il fallait agir, qu'il fallait cesser cette mascarade. Le plan était clair. Obtenir des preuves, exposer la vérité, et enfin, libérer cette famille, ou ce qu'il en restait, de cette toxicité. Mais, vous allez voir, ce n'était que le début d'un combat encore plus dur. Ce que j'ai découvert ensuite m'a littéralement glacée. Après avoir accepté le soutien de mon mari, nous avons décidé de creuser un peu plus. On a commencé à rassembler des preuves, à parler avec des proches, à recouper les infos reçues sur le forum. Et ce qu'on a trouvé dépassait tout ce que j'imaginais. Ma tante Aline avait une histoire cachée de dettes et d'arnaques qu'elle avait soigneusement dissimulée. Elle avait emprunté de grosses sommes à des amis qu'elle n'avait jamais remboursées. Pire encore, elle avait réussi à manipuler plusieurs membres de la famille pour qu'ils signent des documents en sa faveur, documents qu'ils ne comprenaient même pas. Mais là où ça a pris une tournure plus sombre, c'est quand nous avons découvert que Camille, ma cousine, était complice. Elle n'était pas juste une victime de la tante. Elle était dans le coup, participant activement à ses manœuvres pour mettre la main sur l'argent. Je me suis sentie trahie comme jamais auparavant. La famille, celle en qui on fait le plus confiance, celle qui devrait être un refuge, était devenue un terrain miné. Alors, on a décidé d'agir. On a contacté un avocat et on a déposé plainte. Mais c'est là que les choses ont vraiment commencé à devenir compliquées. Car,
Aline et Camille n'ont pas reculé. Elles ont riposté avec des menaces, des tentatives de chantage, et même des pressions sur certains membres de la famille pour qu'ils nous tournent le dos. L'enjeu était devenu énorme, mais pour moi, il ne s'agissait plus seulement d'argent. Il s'agissait de justice, de dignité et de vérité. Chaque jour apportait son lot de nouvelles épreuves, mais aussi de petits succès. Des témoins qui osaient enfin parler, des preuves qui s'accumulaient. Et moi, je me suis tenue debout, plus forte que jamais, malgré la douleur. Parce que cette histoire, ce combat, ce n'était pas juste le mien. C'était celui de tous ceux qui ont déjà été trahis par ceux en qui ils avaient le plus confiance. Enfin, le jour du verdict est arrivé. Après des mois de lutte, de nuits blanches, de stress, tout allait se jouer en quelques heures. Je me tenais devant le tribunal, le cœur battant à tout rompre, mais avec une détermination à toute épreuve. Ma tante et ma cousine étaient là, figées, blêmes, comme si elles sentaient que la vérité allait éclater au grand jour. Le juge a commencé à énoncer les faits, les preuves irréfutables que nous avions présentées. Chaque mot résonnait en moi comme une victoire personnelle, une reconnaissance que je n'étais pas folle, que je n'avais pas inventé cette histoire. Le tribunal a reconnu la culpabilité d'Aline et de Camille. Elles ont été condamnées à rembourser l'intégralité de la somme volée, avec en plus des sanctions pour abus de confiance. C'était une victoire, oui, mais surtout, un message clair. On ne trahit pas impunément ceux qui vous font confiance. Ce qui m'a le plus touchée, c'est la réaction de certains membres de la famille. Ceux qui avaient douté de moi, qui m'avaient jugée, sont venus s'excuser. Parfois timidement, parfois avec émotion. J'ai compris que le vrai combat, ce n'était pas seulement contre ma tante et ma cousine, mais aussi contre la peur, le silence et la complicité. Et surtout, cette expérience m'a transformée. Je suis sortie plus forte, plus sûre de moi, consciente que je peux dire non, que je peux me défendre, que je mérite le respect. Aujourd'hui, je partage cette histoire pour vous rappeler une chose. Ne laissez jamais personne vous faire douter de votre valeur. Et surtout, ne laissez jamais la peur vous empêcher de vous battre pour ce qui est juste. Parce qu'au final, la vérité finit toujours par triompher. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à liker, partager et surtout à protéger ceux que vous aimez. Parce que parfois, la famille, c'est aussi se protéger les uns les autres.